Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau numéro de Diagonale. Une révolution technologique est en route, la 5G. Au-delà des aspects techniques, la 5G, c'est un monde de nouveaux usages qui s'offrent aux entreprises et nous allons essayer d'en définir les contours avec nos trois invités. Stéphane Clazingier, vous êtes directeur général de Lacroix Electronics et après un parcours international dans l'industrie des télécommunications et des composants. Merci d'être avec nous pour cette émission. Vous réfléchissez chez Lacroix Electronics à l'impact de la 5G sur vos process et votre compétitivité. On y reviendra dans quelques instants. À mes côtés, Sébastien Kaiser, vous êtes directeur connectivité et réseau de la SNCF. Vous êtes à ce titre en charge de la stratégie du groupe quant à l'offre de connectivité pour les clients, les agents, mais aussi les opérations industrielles, c'est bien ça. Vous préparez actuellement tout naturellement l'arrivée de la 5G et son impact sur le transport ferroviaire en France et en Europe. Merci également d'être avec nous pour participer à cette émission. Et Olivier Violent, merci également de nous avoir rejoints. Vous êtes directeur marketing du réseau mobile chez Orange Business Services. Vous êtes un spécialiste des communications mobiles, des réseaux et services et vous réfléchissez notamment aux nouveaux usages offerts par la 5G et son impact sur l'IoT. On reviendra également en détail sur ces différents sujets. Je propose pour commencer cet échange une première question pour vous trois. Sébastien Kaiser, qu'attendez-vous d'une façon générale de l'arrivée de la 5G dans votre secteur ? Alors, l'arrivée de la 5G, c'est la promesse de nouveaux services au bénéfice, comme on le disait, ou bien des clients, des agents, mais aussi des opérations industrielles, puisque la 5G, contrairement à la 2G, 3G, 4G, qui jusqu'ici ont essentiellement formulé des promesses tournées vers le grand public, la 5G formule vraiment des promesses au bénéfice de l'industrie, à savoir la faible latence, la résilience, et puis une bande passante importante. Tous ces sujets sur lesquels on va revenir un peu plus en détail. Merci. Stéphane Clazingier, alors vous, en quelques mots, qu'est-ce qui va être pour être boosté dans les usages par la 5G plus particulièrement ? Notre activité, c'est une activité industrielle, donc on a des usines et on attend effectivement une forme de révolution avec l'arrivée des technologies 5G, vraiment pour faire un pas en avant pour l'utilisation des transmissions sans fil dans l'industrie qui, elles, sont de plus en plus consommatrices de données, essentiellement montantes d'ailleurs, qui doivent être cybersécurisées. Donc pour votre secteur, c'est quand même très très important. Donc voilà. On va y revenir aussi. Merci. Olivier Violent, alors à quel horizon justement vous voyez à peu près se déployer l'ensemble de ces services, de ces usages ? Alors c'est une question qui apporte plusieurs réponses. Alors 2020, on a l'habitude de dire que c'est l'année d'arrivée de la 5G. Pour moi, je pense que c'est le top départ de la 5G. C'est le début. C'est le début. Après l'acquisition du spectre, on va être capable... À grande échelle, ce sera un peu plus tard ? Non, ce sera tout de suite une grande échelle, mais on va d'abord moderniser le réseau radio, ce qui nous permettra une certaine évolution du réseau pour arriver vers les premières promesses de la 5G. Et puis, la révolution que vous attendez, celle-là, on la voit à horizon 2023 avec la modernisation du cœur de réseau. Là, beaucoup plus de souplesse dans ce que sera proposé par un réseau mobile grâce à la 5G, et puis des nouvelles possibilités que les réseaux actuels ne nous offrent pas encore. Merci beaucoup pour cet horizon de temps. On y reviendra également. Alors pour mieux appréhender les enjeux liés à l'arrivée de la 5G, se projeter sur quelques applications bien particulières, les Échos Publishing sont allés interroger Séverine Kuhn, Global Account Manager, et Hervé Guez, Business Development Transport, à la direction des grands clients, tous deux au sein de Orange Business Services. Regardez. Dans le monde du transport et de la mobilité, les problématiques des clients que nous avons, qui sont des grands opérateurs de transport, c'est d'apporter de la connectivité à leurs clients. On ne peut pas parler de mobilité sans parler de connectivité. La 5G, ça va apporter surtout une couverture plus optimale, notamment en indoor. Dans le monde du transport, les gares, les stations de métro par exemple, doivent être couvertes. Ça apporte plus de débit et on parle également de latence qui est réduite. On parle beaucoup de mobilité as a service aujourd'hui. Tout le monde développe. Ces applications vont demander a fortiori une connectivité sans faille à partir du moment où de l'information qu'on a aujourd'hui, on va passer à de la transaction. Grâce à des capteurs qui vont être installés sur les différents mobiliers qui sont dans les gares, comme les escalators, les valideurs de passe. Tout ça va pouvoir être aussi piloté à distance et la 5G va pouvoir couvrir des milliards d'objets connectés dans les années qui viennent. Un troisième axe dont on parle beaucoup aujourd'hui, c'est l'autonomie, c'est-à-dire tout ce qui tourne autour du véhicule autonome. Donc c'est les navettes autonomes de demain et tout ça, en fait, la 5G va permettre de servir ces nouveaux usages.
La 5G va révolutionner pas mal de choses en termes de cybersécurité. L'objectif des SNCF Réseau, par exemple, demain, c'est de dire il va y avoir l'ouverture de la concurrence et je vais faire voyager plus de trains. Ça veut dire aussi prendre des risques avec à l'intérieur des humains. Et la cybersécurité va être un point stratégique. La 5G est justement un facteur qui va permettre de faire avancer plus de trains, mettre plus de trains sur ces lignes. Tout ce qui tourne autour des secours, de la police, des centrales nucléaires, etc. Toutes ces industries-là, quelque part, vont être mieux servies par la 5G de par la priorisation des flux qu'on va pouvoir faire. Et d'ailleurs, aujourd'hui, on a des tests, et on en a avec la SNCF en gare de Rennes, sur ce qu'on appelle le 26 GHz, qui est notamment la capacité à envisager dans le futur cette priorisation de flux. On pourrait voir Orange Business Services comme un fournisseur d'SNCF et en fait ce n'est pas le cas, on essaye toujours d'avoir une proximité très forte avec SNCF et avec les différentes équipes. Il va falloir que chacun à son niveau appréhende cette technologie, comprenne comment ça va pouvoir lui apporter quelque chose dans son cœur de métier. Il y a une vraie révolution chez les clients qui doivent mettre en place cette nouvelle technologie tout en continuant à apporter la qualité de service pour les utilisateurs. Et on va revenir dans cette première partie d'émission justement sur ces avancées technologiques, ces nouveaux usages qui seront à disposition des entreprises. Un premier atout de la 5G concernera la taille de la bande passante. Sébastien Kaiser, dans vos activités aujourd'hui, est-ce que vous êtes limité pour développer certains usages justement ? Alors, la taille de la bande passante, en fait, il y a deux questions dedans. Il y a quelle est la part de bande passante descendante pour permettre de télécharger du contenu, et quelle est la part de bande passante ascendante qui permet d'un device, par exemple une caméra, de remonter de l'information. Dans les technologies jusqu'ici 4G et 3G, le choix a été fait par les opérateurs télécoms de donner priorité massivement à la bande passante descendante, puisque c'est un usage grand public. À mesure qu'on va aller vers l'industriel... Des films... Voilà, exactement. Et ça nous intéresse beaucoup. Par exemple, c'est le travail qu'on mène, un des cas qu'on teste à Rennes, c'est comment on va permettre, avec une très grosse bande passante descendante, comment on va permettre à nos clients de télécharger en quelques secondes des séries télé sur leur smartphone, pour éviter ensuite, lorsqu'ils prennent le train, d'écraser le Wi-Fi qui est disponible dans le train. Mais néanmoins, on a aussi besoin de cette bande passante montante en grande quantité, cette fois par exemple pour remonter de l'information du style les données techniques d'un train ou la vidéo qu'on peut remonter des caméras de vidéoprotection par exemple. Et donc là, effectivement, vous êtes limité aujourd'hui. Ah oui, aujourd'hui, on est beaucoup trop limité par la 4G. Ouais. Et c'est pour ça qu'on regarde la 5G sur ces cas d'application-là. Merci. Autre avantage de la 5G, la capacité à s'adapter aux pics de consommation. Olivier Violent, comment les infrastructures des entreprises sont-elles aujourd'hui organisées sur ces questions ? Et puis demain, que peut-on en attendre ? Alors ça va aussi dépendre un peu de quelle infrastructure on parle. Donc Sébastien l'a dit, il faut gérer la capacité moyenne dont on a besoin et puis il faut gérer le pic de capacité dont on a parfois besoin parce qu'il y a plus d'usages, soit en interne, soit parce que les clients vont réaliser cet usage. Donc la 5G déjà, elle va permettre d'avoir plus d'usages moyens parce qu'on va exploiter de nouvelles fréquences avec de nouvelles technologies, ce qui nous permettra d'écouler plus de trafic. C'est vraiment le premier bénéfice de la 5G. Par ailleurs, avec le nouveau cœur de réseau qu'on va avoir, c'est un cœur de réseau complètement software, ce qu'on appelle virtualisé dans les télécoms. Et bien ça, sur des capacités de calcul complètement génériques, nos équipes d'ingénieurs vont être capables, pour un événement donné, d'apporter de la capacité en plus, et ce, de manière logicielle, en déployant ces fameuses slices dont on a déjà entendu parler dans la vidéo. Et ben, on va aller apporter cette capacité comme ça à travers un logiciel. Donc ça, c'est extrêmement important pour prendre les pics de capacité. Ce qui est intéressant à voir aussi, c'est que ce nouveau cœur de réseau, il va nous permettre d'appliquer des qualités de service différentes. Et puis, lorsqu'on aura sur ce même réseau des usages à très forte demande de capacité, très forte demande de débit, on sera aussi capable de faire subsister à côté des usages que eux on va appeler critiques, qui peut-être demanderont moins de débit, mais qui auront besoin de passer parce qu'on va assurer la sécurité soit des lieux, soit des voyageurs dont parlait M. Kaiser. Donc c'est pas seulement une 4G plus puissante, c'est autre chose. On a à la fois les deux. On a cette évolution de la 4G où on va avoir plus de puissance comme à chaque fois qu'on passe une génération de technologie. Mais effectivement, on a des promesses nouvelles et même des promesses qui vont se retrouver à l'intérieur de l'entreprise, comme dans une usine, chez vous, chez Lacroix, où on va être capable, effectivement, d'utiliser la 5G à l'intérieur d'une entreprise
Les entreprises elles-mêmes pourront définir une politique de qualité de service qui pourra être appliquée, et elles le feront soit par elles-mêmes parce qu'elles en ont l'expertise, soit avec l'aide d'un opérateur, comme pourra le faire Orange Business Service. Alors, on a vu la taille de la bande passante, la capacité de s'adapter aux pics de consommation. Alors, on a entendu parler déjà de latence. Donc ça, c'est la réactivité, si j'ai bien compris. Elle sera désormais avec la 5G que de quelques millisecondes. Pas nul, mais on se rapproche quand même de zéro. Stéphane Clasingier, dans l'industrie, cela ouvre un nouveau champ des possibles. Est-ce que vous avez déjà en tête des applications qui seront possibles avec cette latence extrêmement diminuée ? Oui, tout à fait. La latence est extrêmement importante dès que l'on pilote à distance. Par exemple ? Alors, on va dire dans l'industrie, ça peut être des robots ou des robots collaboratifs qu'on va piloter à distance. Il faut une grande réactivité, Il faut une grande réactivité. Ça peut être ce qu'on appelle dans le jargon des AGV, qui sont des transpalettes, des petits transpalettes qui se déplacent tout seuls, pour lesquels le temps de latence va également déterminer le temps de freinage, au cas où il rencontre un obstacle. Ouais. Alors évidemment, dans d'autres industries ou dans d'autres applications, on pense au médical, pour des opérations qui peuvent être faites à distance, plus la réactivité est grande, mieux c'est. Voilà, tout à fait. Donc si on atteint effectivement 1 à 2 millisecondes, c'est important. Après, dans le groupe Lacroix, on a une activité qui est dédiée aux véhicules autonomes, où on fabrique des unités de bord de route. Donc là, on peut bien imaginer les connexions véhicule à véhicule ou véhicule à infrastructure. Là, bien évidemment, le temps de latence est essentiel. Alors, on verra un exemple dans la vidéo tout à l'heure. Tout à fait. Alors, autre sujet, la 5G va servir de base pour les applications cloud. Son arrivée devrait donc permettre d'accélérer le déploiement des projets IoT à grande échelle. Est-ce que l'on va voir une multiplication de ces projets, en particulier dans le domaine industriel ? Alors, on va avoir une multiplication des projets, mais on va aussi avoir une multiplication des objets. On va avoir des objets partout. On va en avoir dans le monde industriel, on va en avoir dans les villes, on va en avoir à peu près partout. Ces objets-là vont être connectés, soit en 5G, soit avec une autre connectivité. Et effectivement, une grande majorité des applications qui utiliseront les données issues de ces objets seront basées dans le cloud. On va avoir tellement de données générées que dans un futur proche, on va avoir plus de données générées par le monde du B2B que ce que l'on va avoir comme données générées par le monde du B2C. C'est une vraie révolution. On renverse les rapports de force. Ce qui est intéressant surtout, c'est que cette donnée-là, elle va être effectivement importante et cruciale pour l'entreprise. C'est pour ça qu'on parle d'Internet des entreprises quand on utilise cette donnée pour améliorer une productivité, pour améliorer une manière de produire, pour changer les produits, pour changer les services, parfois même pour changer les business models. Mais avec de l'intelligence artificielle, pour traiter toutes ces données. Exactement, avec de l'intelligence artificielle et évidemment toute la sécurisation des données qui va autour. Et donc ça peut être dans le cloud. Maintenant, si on imagine avoir besoin des fameuses latences, de ce temps de réaction dont vous parliez ensemble il y a quelques minutes, en fait, ce cloud, on va le rapprocher du réseau le plus possible. Et on ne parlera plus de cloud computing, on va parler de edge computing, pour que sur l'ensemble de la chaîne de décision, celle qui va de l'objet, en passant par la 5G, sur un réseau de transmission qu'on aura réduit au minimum, et ensuite sur une intelligence artificielle, mais la plus rapide possible, on va réduire le temps que nous, on appelle le voyage de la donnée, pour pouvoir prendre des décisions immédiatement. On ne va plus être dans la correction de ce qui a pu être fait grâce à une intelligence artificielle, on va être dans la prédiction et en fait dans le contrôle avant l'erreur. Si je peux me permettre, bien sûr. On peut même en parler au présent, parce que Olivier en parle au futur, mais amener l'intelligence artificielle on edge, vraiment dans l'objet, on voit déjà aujourd'hui en conception... Ça commence, oui. Tout à fait. On est en train de concevoir aujourd'hui des objets où on ramène effectivement l'intelligence artificielle le plus proche possible de l'objet, à la fois pour aller extrêmement vite dans les temps de réaction, et puis certaines sociétés n'ont pas envie forcément de mettre leurs données dans le cloud. Okay. Donc, pour des raisons de sécurité. Pour des raisons de sécurité. Donc ces deux choses font que c'est aujourd'hui. Le futur, c'est aujourd'hui. On va y revenir. Vous lancez d'ailleurs tous les deux des pilotes 5G assez prochainement. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ? Alors, en effet... On lance des pilotes, plutôt les pilotes sont déjà lancés, puisqu'on a plusieurs pilotes de lancés, un avec Orange à Rennes, où on a mis sur la gare de Rennes du 26 GHz, donc c'est pour faire des tests, on va dire, de la 5G d'après-demain. C'est 2022-2023, qui va nous permettre de tester vraiment la 5G dans un futur proche avec toutes les composantes les plus fonctionnelles, les plus riches. Donc là, c'est pour à usage des agents ou des clients ?
Alors, l'intérêt, on a parlé tout à l'heure et on a entendu dans le film le mot slicing, c'est le fait qu'au sein d'une même infrastructure physique, on pourrait bénéficier de différents niveaux de service, et donc des niveaux de service qui pourraient être à la fois d'un côté pour les agents, d'un autre côté pour les voyageurs, mais aussi pour les applications industrielles. Donc, comment, à travers une seule et même installation, on arrive à faire bénéficier ces trois cibles de nouveaux services. Ça, c'est vraiment important. Je pense que demain, ce sera la promesse d'une meilleure efficience globale des dispositifs qu'on mettra en place. Donc ça, c'est l'un des pilotes. C'est l'un des pilotes. Après, j'ai d'autres pilotes dans d'autres régions de France, à Nantes, à Lyon. Et puis, j'espère qu'en 2020, on arrivera à mettre en place d'autres pilotes en place. Plutôt... Ma recherche, ce sera de trouver des cas d'usage qui soient cross-industriels, de multiples industriels qui partagent leurs préoccupations. Par exemple, au sein d'une ville intelligente. Une ville intelligente, c'est comment faire travailler en synergie, je sais pas, la mobilité avec l'énergie, avec les services, etc. Sûr, ouais. Et donc, comment demain, on teste des cas d'usage multisecteurs à travers la 5G. Mais la grande difficulté pour les industriels, ou d'une manière générale pour une entreprise, c'est de se réinventer. Et en fait, dans le cas de la 5G, qui formule des promesses nouvelles, on a besoin d'inventer de nouveaux cas d'usage. Vous savez, les entreprises, elles sont très fortes pour améliorer ce qu'elles font déjà. Mais quand il s'agit d'inventer ce qu'elles ne savent pas faire encore, c'est autre chose. Donc on ira prendre le train dans une gare, on y fera plein d'autres choses. Ou c'est plutôt dans les manières de faire ou dans les services qu'on pourrait offrir. Et là, on a besoin d'avoir une logique d'écosystème. On a besoin de développer une dynamique collective dans un ancrage territorial avec d'autres parties prenantes pour inventer les services de demain. Ouais, et ça, la 5G... et la 5G est un bon vecteur pour ça. Et côté l'Acroelectronics, alors quels sont les pilotes que vous lancez en ce moment ? Nous avons un projet qu'on a appelé Symbiose de créer une nouvelle usine, Industrie du futur, qui sera, j'espère, l'écrin pour la 5G d'Orange. On le fait en partenariat, justement, parce que ce que Sébastien vient de dire est très vrai. Créer tout seul quelque chose de nouveau n'est pas évident. Je vais donner on a un exemple concret, j'en ai parlé tout à l'heure, ces petits transpalettes automatiques qu'on va tester de manière très concrète, là, en utilisant la 5G. Aujourd'hui, ça fonctionne plutôt avec d'autres technologies, donc on va pouvoir comparer les technologies actuelles avec la 5G. Puis on a un projet plus ambitieux, qui est l'usine reconfigurable. Alors, il faut imaginer, un peu comme dans une pièce de théâtre, où vous allez échanger entre l'acte 1, l'acte 2, l'acte 3. Et donc, on veut pouvoir imaginer toute une partie de la fabrication reconfigurable. Alors, pas 10 fois par jour non plus, on fera ça de temps en temps, mais de manière à maximiser, améliorer ce que l'on va pouvoir produire par mètre carré utilisé. Et ça, ce sont des choses qui n'existent pas aujourd'hui. C'est une vraie révolution pour l'ordonnancement en production et ne pas avoir un fil à la patte, justement, en utilisant ce type de technologie, va nous permettre de pouvoir configurer. Et ça, sans la 5G, c'est pas possible. Alors, c'est compliqué. C'est plus compliqué. Je dirais pas que c'est impossible. C'est justement ce qu'on va essayer de démontrer à travers les tests qu'on fait avec Orange. On a un montant de données qui est en fait exponentiel, ce que disait Olivier tout à l'heure. On est passé dans l'industrie en temps réel. On est passé d'images 2D en images 3D. On va passer à la vidéo. Donc tout ça fait une explosion des données et des données montantes. Justement, les tuyaux aujourd'hui ils sont faits à des 70-80% en descendant. Donc on est vraiment en train d'ouvrir des nouvelles voies qui feront que la 5G ne sera pas juste une évolution, mais ce qu'on espère vraiment... un nouveau monde. Un nouveau monde, voilà. Eh bien, deuxième partie de cette émission, nous allons parler de ce nouveau monde à venir, à quoi ressembleront, mais dans un futur plutôt proche, justement les nouveaux usages en lien avec la 5G. On va revenir avec vous, Sébastien Kaiser, sur le domaine des transports, les enjeux de l'arrivée de la 5G pour vos clients et pour la gestion du trafic, peut-être un peu plus précisément. Je vais en prendre deux qui sont très opposés l'un de l'autre, néanmoins tout aussi intéressants. On en teste un à Rennes et qui n'est possible qu'avec un débit et une latence très faible, qui va être un agent conversationnel pour les clients, de la vidéo de très bonne qualité, interactive, enfin c'est un échange vidéo avec un agent de vente, qui vous permet au sein de cette application d'avoir des informations sur vos billets, si vous voulez échanger, si vous voulez réserver, le tout en temps réel, et qui en plus fait de la traduction simultanée multilingue.
Donc il faut penser ce service aussi à destination de toutes les personnes, touristes ou non, qui ont besoin d'avoir ces effets de traduction. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est impossible en 4G pour des raisons de confort d'usage, de latence. Enfin, c'est voir un film complètement saccadé. Et donc ça, c'est possible en 5G. Et je pense que ça peut vraiment apporter un bénéfice en termes de service à nos clients. L'exemple diamétralement opposé, mais tout aussi intéressant, c'est la capacité à récupérer des données techniques venant des trains. Lorsque un train arrive, il est bardé de capteurs. Un TGV, ça doit être au moins 2000-2500 capteurs. Et donc, c'est des quantités phénoménales de données qui s'accumulent à mesure qu'il roule. Et aujourd'hui, la récupération de ces données du train, leur analyse et leur préparation pour la maintenance nécessite des temps qui sont relativement élevés et qui font que lorsque le train arrive dans un centre de maintenance, on commence déjà par faire de la recherche de panne avant de faire de la réparation. Donc là, on pourrait prévoir un peu plus. Exactement. L'idée, c'est le train arrive dans une gare, on récupère instantanément toutes les données qui sont disponibles, de sorte à ce que la chaîne de maintenance, elle soit plus à se dire mais qu'est-ce qui se passe, mais déjà à dire prête, quoi. On va se préparer à réparer et donc réduire les temps d'immobilisation, donc améliorer le service et donc la ponctualité du service pour nos clients. Alors si on élargit à toute la mobilité au-delà du ferroviaire, dans les airs, sur la route, sur la mer, qu'est-ce que ça pourrait changer ? Première chose, c'est la dynamique qu'elle va changer dans le sens où on va avoir besoin de développer ces logiques d'écosystème. Aujourd'hui, on a tendance à travailler de manière assez silotée, de façon peut-être un peu conservatrice. On aime bien faire ce qu'on sait faire déjà, etc. Avec l'arrivée de ces nouvelles technologies, il y a des promesses technologiques, certes, mais il y a aussi des promesses de modèles d'opération, de modèles économiques qu'on ne connaît pas et qu'il faut définir. À ce jour, quel que soit l'opérateur et quel que soit le pays, ça c'est pas propre à Orange, c'est dans le monde entier. Aujourd'hui, il n'y a pas de modèle économique de service clairement établi autour de la 5G pour les industriels. Il nous faut industriels et opérateurs travailler ensemble pour définir ces modèles et en comprendre les limites. Et à partir de là, de voir sous quel délai et de quelle façon on peut inclure ces évolutions dans les services qu'on va apporter. Alors justement, est-ce que l'industrie, on le voit, elle n'est pas complètement prête, vous le dites, à faire face à ces bouleversements. Qu'en pensez-vous, vous, de votre côté, sur justement ces bouleversements à venir en lien avec la 5G ? On en a déjà un peu parlé. Et surtout, votre regard sur l'industrie en Europe. Est-ce qu'elle est prête à affronter tous ces bouleversements ? Je pense qu'on est à un moment historique en ce moment d'une possible, il ne faut pas la rater, une possible réindustrialisation du continent. Je ne vais pas parler que de la 5G, mais il y a un certain nombre de phénomènes qui se passent. Il y a un rattrapage des salaires. On voit déjà les salaires en Chine qui se rapprochent de ceux de l'Europe de l'Est. On voit également les technologies dites Industrie 4.0 qui permettent d'automatiser et de digitaliser tout en respectant l'environnement, qui ont une traction très très forte. Donc le modèle périmé, on va faire à l'autre bout du monde, un modèle unique, avec des très grosses quantités, et on rapatrie tout ça avec une grosse empreinte carbone en Europe, ce modèle-là est périmé. Intéressant d'ailleurs, ceux qui ont révolutionné, un des premiers à révolutionner l'approche, c'est Zara, qui a dit, moi, 2 modes par an, c'est pas suffisant, je vais sortir de nouveaux modèles tous les 4 à 6 semaines. Si vous voulez faire ça, il faut forcément produire près du consommateur. Proche du consommateur. Oui. Et donc ils ont pris des parts de marché considérables en changeant les règles du jeu. Et c'est ce qu'on voit dans l'industrie de manière générale, où aujourd'hui les gens ne veulent pas acheter un produit, ils veulent acheter leur produit, donc il y a de la personnalisation. Donc ça veut dire qu'il faut pouvoir produire de manière compétitive. Quel est le lien entre la 5G ? J'y arrive. Il faut pouvoir produire de manière compétitive en Europe, tout en respectant effectivement l'environnement, donc produire local. Et pour ça, c'est cette révolution qui doit nous amener notamment la digitalisation d'un côté, l'automatisation de l'autre. C'est là où on arrive à la 5G. C'est que quand vous voulez faire ça, et que vous voulez être à la fois du suivi temps réel, et puis avec des temps de latence très rapides, beaucoup de communication machine-machine, machine-to-machine en bon anglais, eh bien c'est une technologie tout à fait, qui a tout à fait sa place. Olivier parlait tout à l'heure de millions d'objets connectés. Toutes les technologies qui existent aujourd'hui, dès que vous massifiez, en fait, elles atteignent leurs limites. Donc il faut faire sauter un peu ce bouchon et pouvoir connecter un très très grand nombre de machines, d'objets,
des capteurs, il y en a 2000 ou 2500 sur un TGV, il faut se projeter en disant qu'il y aura des capteurs partout. Et donc, il faut des technologies qui nous permettent, déjà en évitant de leur mettre un fil à la patte, de pouvoir gérer toutes ces données, les analyser, les transmettre. D'où donc ça pourrait se faire la 5G. En Europe, justement, la fabrication de ces jeux. Tout à fait. Je pense que là, on est vraiment à un moment où à la fois les progrès technologiques et les contraintes ou les enjeux environnementaux plutôt, et même les aspirations environnementales, font que c'est le moment, effectivement, pour se remettre à investir et y croire. Olivier Violent, alors si on élargit à d'autres bouleversements, quels sont peut-être les autres aspects de notre société qui peuvent être également boostés? Alors je pense à la santé, au service à la personne, à la domotique. La première chose, c'est qu'il va falloir être un peu humble. Sébastien le disait avant, c'est difficile d'imaginer l'avenir et tout ce que ce réseau va nous permettre de faire. Donc aujourd'hui, quelqu'un qui prétend savoir ce qui va décoller en premier avec la 5G ou ce qui va être un grand succès, que ce soit dans le monde du B2B ou du B2C, j'aimerais bien qu'il soit dans mes équipes parce que moi, personnellement, j'ai encore des questions et je pense que j'en aurai au moment du lancement et même encore quelques années après. Mais je trouve ça sain. Par contre, pour comprendre ce qui peut potentiellement apporter de la valeur ou ce qui peut arriver rapidement, on a essayé d'évoluer dans un environnement ouvert. Donc, on a regardé un petit peu les autres acteurs de l'écosystème. Alors, nos clients, bien sûr, ils sont là avec nous aujourd'hui, mais également les startups et puis un certain nombre d'autres personnes qui s'intéressent à ces nouvelles technologies. C'est pour ces raisons qu'on a fait des concours avec des startups pour qu'elles nous apportent des concepts et qu'elles viennent les tester sur nos réseaux, notamment dans le cadre de nos villes pilotes, donc nos 5 villes pilotes qui sont actuellement ouvertes en France métropolitaine. Alors, on l'a fait ancré localement dans certaines villes, parce qu'on a du tissu très intéressant localement, et on l'a aussi fait nationalement et même à l'échelle européenne pour n'oublier personne, avec un concours de start-up dont les lauréats ont été gratifiés lors du dernier salon Vivatech. On a essayé d'emmener le monde étudiant avec nous. On a fait des concours qui sont actuellement en cours pour que les étudiants en école de commerce, en école d'ingénieur et en école de design puissent imaginer le monde de demain et avec la 5G au milieu de ce monde de demain. Et puis pour des projets qu'on a pu identifier parmi des gens qui travaillent déjà avec nous ou des gens qui sont venus nous rencontrer, il y a un certain nombre de projets qui utiliseront la 5G qui sont accélérés aujourd'hui dans une structure d'accélération comme Orange Fab. Donc ça, c'est important parce que l'écosystème de la 5G, Orange va essayer de l'animer un peu pour en faire un succès, mais c'est vraiment un écosystème qui fera ce succès ou qui fera qu'on aura un succès moindre. Bien sûr, j'aurais pu parler d'industrie et puis parler de mobilité, mais les spécialistes sont autour de nous. Alors si je devais encore citer un cas où je pense qu'on va voir très très rapidement l'application de la 5G, je voudrais parler des villes intelligentes. Parce qu'on a parlé de 2500 capteurs dans un TGV, j'ai appris. On a parlé d'énormément de capteurs dans les usines, dans les villes intelligentes, dans les gares, dans les aéroports, dans les ports, dans les plateformes logistiques, dans tous ces lieux où il y aura des femmes, des hommes, des objets, tous connectés d'une manière ou d'une autre, tous en forte demande de services, on va partout avoir ce besoin pour améliorer l'utilisation de ces lieux. Pour les villes, on les souhaite plus agréables, plus attractives pour les touristes, on les souhaite remplies de services, on les souhaite éco-efficientes. Et finalement, travailler sur l'arrivée de la 5G dans les villes intelligentes, c'est pas apporter un réseau. C'est s'inscrire dans le projet d'un client ou d'une collectivité qui a des ambitions et puis voir comment est-ce que ce réseau peut se mettre au service de cette ambition. Voilà, donc booster les applications aujourd'hui, mais en inventer d'autres. Complètement. C'est surtout comprendre le besoin, comprendre ce que nos clients, les entreprises, les collectivités ont comme souci sur la table, problématiques à résoudre, et de voir comment la digitalisation peut potentiellement y répondre. Et puis si la 5G est un des outils pour y parvenir, c'est parfait. Si c'est un autre réseau et une autre technologie, ce sera parfait également. Vous voulez rajouter un point ? Non, mais c'est un point qui est très important. On parlait tout à l'heure de potentielle réindustrialisation. Là, on parle du tissu économique ou du bassin de vie locaux. Il y a un point qui est très important, et SNCF, dans son rôle, de sa dimension d'aménageur du territoire, le pense régulièrement, c'est la réduction de la fracture numérique.
de la fracture sociale et de la fracture numérique en particulier, qui est liée d'abord à un maillage territorial qui est imparfait, notamment au niveau de la connectivité. Or, de l'autre côté, on dit que la 5G va apporter un bénéfice aux industries. Les industries ne sont pas à Paris intramuros. Donc, si on veut commencer à faire du développement de la compétitivité industrielle française, elle va se faire dans les territoires et elle va se faire avec de la connectivité et pas de la connectivité datée, mais la nouvelle. Donc on crée cette dynamique. Développement de l'attractivité des territoires. Exactement. Et ce côté ouvert, ce côté avec l'éducation, avec les PME, pas que les startups, mais vraiment le tissu local, est vraiment déterminant dans la réussite demain de cette appropriation de nouvelles performances. Le territoire sera couvert par la 5G. Non, mais alors, comment vous dire? Bien évidemment qu'un opérateur comme Orange va investir, et notamment investir dans la couverture du territoire. Et puis, les gens qui sont autour de ce plateau le savent bien aussi, il y a des endroits où on va parler de co-investissement, parce que couvrir une usine, un centre de production, un campus, c'est pas la même chose que couvrir un territoire. Et donc, pour aller vers l'indoor, pour aller vers des performances accrues, pour aller vers ce fameux slicing dont on a parlé avant, comme ça a pu être fait sur la 4G, il va y avoir des projets ensemble pour pouvoir répondre à ces exigences qui sont très très fortes en termes de couverture, mais également en termes de performance. Un sujet que vous avez déjà évoqué tout à l'heure, la voiture connectée. Alors justement, une illustration très concrète des applications potentiellement révolutionnaires de la 5G avec cette voiture connectée. Des premières expérimentations concluantes sont actuellement en cours. Regardez. Incroyable cet endroit, Arnaud. On a l'impression d'être comme ça, en plein cœur d'une mini-ville. On est où exactement ici? Nous sommes sur les pistes d'essai du Tecmo, au centre du circuit mythique de l'INAS Montlhéry. C'est ici que nous faisons nos tests pour les véhicules connectés et les voitures autonomes, avec des partenaires comme Lutaxeram et Ericsson. Quel est l'enjeu de la connectivité pour les voitures de demain? C'est de connecter les usagers de la ville avec les objets, les voitures, les piétons, les cyclistes, mais également le mobilier urbain. Est-ce qu'on peut dire que la 4G et la 5G, c'est vraiment un atout pour ces voitures? Oui, parce que les véhicules font partie d'un écosystème plus large de transport intelligent qui fédère l'industrie automobile, les réseaux télécoms et les villes. Et nous testons chez Orange l'ensemble des cas d'usage à partir de l'évolution de la 4G et d'introduction de la 5G. Ici au Tecmo, quels sont les cas d'usage qu'on peut voir? Là, on voit sur cette carte haute définition notre localisation précise. Donc ça permet de voir un piéton. Ça permet également d'avoir, pour un véhicule d'urgence, sa localisation et donc de le laisser passer. Une ambulance, par exemple? Une ambulance. Et puis aussi un véhicule qui serait arrêté sur le bord de la route et donc de prévenir des accidents. La connectivité apporte un temps de réaction court, une localisation précise. Donc c'est l'ensemble de ces ingrédients-là qui vont fluidifier le trafic routier, le rendre plus sûr. Quelle est la prochaine étape pour Orange? Alors après les tests au Tecmo, nous passons grandeur nature entre la France, l'Allemagne et le Luxembourg sur une centaine de kilomètres d'autoroute grâce à un projet européen. Bon, plein d'ambition. Merci pour ces explications, Arnaud. Et la croix électronique, c'était également présent sur le circuit. Tout à fait. Merci d'avoir montré ce petit film où nous sommes présents avec ce qu'on appelle des unités de bord de route qui permettent de faire les connexions véhicules à infrastructure. Le véhicule autonome est basé sur des connexions véhicule à véhicule et véhicule à infrastructure. Voilà, donc nous fabriquons ces UBR, unités de bord de route, à travers une société qui s'appelle Neavia à l'intérieur du groupe Lacroix. Et donc l'idée, c'est d'équiper l'ensemble du réseau avec ces accessoires pour avoir on aura le même enjeu que la 5G, il faut couvrir le territoire. Oui, donc il y a un lien effectivement avec la 5G pour ces voitures connectées. Ça représente vraiment, selon vous, l'avenir des usages de la 5G, cet exemple? Je pense que quand on parle de révolution, c'est en fait une triple révolution parce que c'est le véhicule autonome, connecté et électrique, pas simplement le véhicule autonome. Donc ça, on le voit, il y a de grosses turbulences en ce moment dans le marché automobile parce qu'il y a cette triple révolution qui entraîne de très très gros investissements, à la fois côté véhicule, mais également côté infrastructure. Un des grands enjeux sera le coût du véhicule. Le coût du véhicule est directement lié au coût de la batterie, et le coût de la batterie est lié à sa taille, et sa taille est liée au nombre de bornes de recharge que vous mettrez sur le territoire, par exemple.
Donc il y a un vrai enjeu infrastructure, à la fois de couverture pour la connectivité, de couverture pour la recharge. La 5G, notamment par son temps de latence qui est, on l'espère, en dessous de 2 millisecondes, permettra donc de limiter les temps de freinage, ce qui est essentiel, de réaction. Ça, c'est vraiment essentiel. C'est mieux pour la sécurité, oui. Voilà. C'est justement pour vérifier ce genre de choses sur le terrain que nous avons des pilotes avec des industriels et sur les 5 villes dont je vous ai parlé. Pour tester tout Ouais. ça. Peut-être un regard sur cet exemple que l'on a vu, cette illustration. Oui, nous, ça nous intéresse beaucoup. Hein. SNCF, on a quelques filiales qui font du transport, comme Keolis, par exemple. Et donc, forcément, tout ce qui va être ville intelligente, mobilité autonome, etc., nous intéresse au plus haut titre du côté bus et transport urbain. Et puis, on travaille effectivement sur les sujets de train autonome aussi, par ailleurs, où là, on est plutôt à penser la connectivité comme étant une boucle de rattrapage de l'autonomie du train dans son environnement, ce qui est un petit peu différent dans l'approche. Merci. Dernière partie de cette émission, nous allons nous intéresser à ce que la 5G va avoir comme bénéfice au cœur même des entreprises pour les salariés, peut-être remise en cause de certains usages ou process internes de l'entreprise. Qu'est-ce que ça va changer, selon vous, pour vos collaborateurs, cette arrivée de la 5G ? On fait une enquête tous les 2 ans, qu'on appelle la Croix New. Et moi, un des pourcentages qui m'a le plus interloqué, c'est que plus de 90% des gens, sur les plus de 3000 personnes interrogées, ont dit « mon travail va changer dans les années qui viennent ». Donc ça, tout le monde a conscience. En lien avec le numérique, notamment. Le numérique, l'automatisation, l'automatisation, l'intelligence artificielle, les préoccupations environnementales. Donc les gens en ont conscience, tout le monde en a conscience, et c'est un mélange d'espoir et d'anxiété aussi. Donc il faut savoir y répondre. Côté anxiété, les gens se disent, est-ce que mon travail va changer ? Mais il y a toujours des menaces qui pèsent. Moi, ce que je dis assez régulièrement, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'informatisation, d'automatisation, et il n'y a jamais eu autant d'emplois sur la Terre aussi. Donc il se crée des nouveaux emplois, il se crée des nouvelles fonctions. L'exemple que je donnais tout à l'heure sur réorganiser l'usine avec un peu comme une pièce de théâtre, c'est des nouvelles techniques d'ordonnancement. Donc tout ce qui tourne autour de la supply chain va devenir absolument essentiel. Voilà, donc des nouveaux métiers se créent, d'autres... Et des opportunités avec la 5G, notamment des nouveaux usages, nouvelles applications pour les salariés. Exactement. Ouais. Okay. Après, il y a bien sûr sur le plan personnel. Là, peut-être qu'Olivier en parlera mieux que moi. Oui, aussi. Oui, ça permettra de télécharger des films en quelques nanosecondes, peut-être. En quelques nanosecondes. À bord des trains, quelles sont les évolutions que vous voyez pour vos collaborateurs ? On parlait tout à l'heure de comment on se réinvente, quels sont les cas d'usage qu'on va aller chercher. Nous, on n'a pas la science infuse, et avec mes équipes, on a posé la question à toute l'entreprise, à toutes les activités. Et on travaille, on anime ces activités à dire, mais si cette 5G tient ses promesses, qu'est-ce que ça vous permet de résoudre comme irritant, ou qu'est-ce que ça vous permet de penser demain dans votre métier comme nouveau service ? C'est comme ça qu'on le construit. Créativité complète, surtout. Ah oui, complètement. Mais oui, complètement. Et c'est comme ça qu'on construit les cas d'usage. Alors, on a aujourd'hui une trentaine de cas d'usage déjà qui ont été pensés par les métiers, qui vont des plus accessibles aux plus inaccessibles, puisqu'on va aller... on a beaucoup de sujets, nous, par exemple, sur les drones, pour faire de l'inspection d'ouvrages. On voudrait de la vidéo temps réel, et puis on voudrait du vol longue distance. Et donc là, on est vite dans des choses assez complexes, parce qu'il y a des questions de fréquence, de règles. Il n'y a rien de fantaisie s'il y a des choses qui sont plus ou moins loin dans le temps. Mais nous, c'est une dynamique à SNCF qui est très forte, et il faut comprendre que, si je prends un autre exemple, on a toujours des agents qui vont chercher des solutions locales à des problèmes que l'entreprise au niveau national n'a pas su résoudre. C'est le grand jeu du gendarme et des voleurs avec les DSI, on appelle ça le shadow IT, et est-ce qu'on l'attrape ou est-ce qu'on l'attrape pas, etc. Nous, on a renversé le paradigme, on a dit, ça, ce sont des initiatives. Bravo, vous êtes sur votre temps propre, vous vous êtes mis en capacité de résoudre un problème que l'entreprise vous posait et qu'elle ne savait pas répondre pour vous. Et puis après, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis une marketplace, exactement comme vous pouvez en connaître par Apple ou autre, et pour de publication de toutes ces applications.
Pour partager les bonnes pratiques, les bonnes idées. Oui, puis il y a un certain darwinisme qui se crée, parce qu'en fait, il y a beaucoup d'applications qui font la même chose, mais qui ont été faites différemment dans différents coins de la France. Et puis, de fil en aiguille, il y en a qui sont sélectionnés et plébiscités. Et aujourd'hui, par exemple, on a le cas avec des applis de gestion de personnel, de matériel, de rotation de personnel, qui ont été développés localement et qui aujourd'hui ont été adoptés par plus de 20 000 collaborateurs. Et je pense que demain, c'est la bonne façon de s'approprier l'outil. C'est de dire, voilà les moyens qui sont mis en place, on vous cadre dans ce qui est bon ou pas bon en termes de bonnes pratiques ou de cyber ou autre, mais construisons cette créativité ensemble. Dès maintenant, pour les entreprises, est-ce qu'il faut commencer à former les salariés, les collaborateurs à toutes ces évolutions et puis comment faire ? C'est le moment. Alors sans doute. Est-ce qu'il faut s'y préparer dès maintenant ? Oui, et j'adhère complètement à ce que Sébastien vient de dire, tout part du besoin. À partir du moment où il y a un besoin, oui, il faut s'y préparer maintenant. Et comment est-ce qu'il faut s'y préparer ? C'est finalement vous qui m'avez donné la réponse, il faut mettre en place, il faut commencer à changer un petit peu la manière dont on appréhende les choses et la manière dont on veut faire un certain nombre de transformations. Une transformation digitale, c'est pas juste aller apporter une technologie, quelle qu'elle soit. C'est aussi se dire, qu'est-ce que je modifie dans mon entreprise ? Est-ce que je modifie ma manière de travailler ? Est-ce que je modifie mon produit ? Est-ce que je modifie l'environnement, le fameux workplace ? Est-ce que je modifie mon business model ? Est-ce que je modifie la manière dont je communique avec mes collaborateurs ? Est-ce que je change la manière dont je fais la formation ? C'est tout ça. Et finalement, une transformation digitale, c'est tout ça. Avec le réseau et la connectivité au milieu, mais c'est tout ça. Dans quel ordre est-ce que je le fais ? C'est ça peut-être la question la plus intéressante. Qu'est-ce qui est mature ? Qu'est-ce que je peux faire tout de suite ? Qu'est-ce que je peux commencer ? Qu'est-ce que je peux faire dès aujourd'hui sur la 4G ? Qu'est-ce que je peux expérimenter sur la 5G ? Qu'est-ce que demain je ferai en 5G ou sur une autre connectivité ? Et finalement, oui, c'est aujourd'hui qu'il faut se préparer. Alors, certaines entreprises se préparent avec nous en faisant des expérimentations autour de la 5G. D'autres entreprises se préparent en se disant « mais je ne vais pas attendre la 5G pour commencer les transformations avec mes collaborateurs et je vais commencer autour de la 4G ». Et finalement, le fond de ma pensée, c'est que les entreprises qui bénéficieront le mieux des transformations qui vont être permises par la 5G, c'est celles qui auront mis toutes ces préparations dans le bon ordre. Parce que si mes forces de travail, mes collaborateurs sont déjà prêts, ont déjà accepté l'outil, ont déjà vu le bénéfice qu'ils peuvent en tirer. Il y a cette motivation. Et bien sûr, ils vont l'adopter beaucoup plus vite. Je vais prendre l'exemple assez symptomatique d'un casque de réalité virtuelle qu'on a envie d'utiliser dans l'industrie pour travailler sur des doubles digitaux, pour commander des machines. Numérique, bien sûr, et pour... Voilà. Vous pouvez bien imaginer que moi, la première fois qu'on m'a mis un casque de réalité virtuelle sur la tête, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce truc ? Il m'a fallu un temps pour apprivoiser ce casque de réalité virtuelle. Si on fait ce travail avant, finalement, lorsqu'on aura apporté l'ensemble de la technologie et des applications et du cloud et de la sécurité, tout ça, les gens seront prêts à l'utiliser et auront déjà fait ce pas en avant. C'est un des exemples. On peut gagner du temps comme ça. Et les nouvelles générations arrivent. Quand on expérimente la réalité augmentée, les gens regardent ça comme étant... c'est étonnant. Quand on regarde les jeunes, ils ont tous joué à Pokémon Go et ils savent tous, 100%. Savent ce qu'est la réalité augmentée. Donc on voit arriver toute une génération. Plus intuitif, pour cette génération, plus facile d'accès. En tout cas, ils l'ont déjà expérimenté. Pour eux, c'est normal. C'est juste normal. De toute façon, c'est leur monde normal. De toute façon, ils vont vivre l'entreprise différemment pour ça et pour d'autres choses aussi. On parle du lieu de travail avant. On parlait du lieu de travail avant. Pour nous, ça peut être les bureaux, ça peut être l'usine, mais pour eux, c'est aussi les tiers-lieux, c'est aussi le télétravail, c'est ce genre de choses-là. Il n'y a pas que le numérique qui va bouleverser l'entreprise. Et le numérique, pour moi, je le vois comme une des manières de réconcilier cette nouvelle manière de travailler, peut-être avec les anciennes méthodes, parce que ces nouveaux outils nous permettront de travailler à distance, de collaborer en faisant une sorte d'abolition du temps et des kilomètres. Et ça, c'est assez précieux lorsqu'on va avoir une continuité d'activité avec différentes populations qui travaillent et qui ne sont pas forcément homogènes. Et d'ailleurs, cette jeune classe qui a été nourrie de réalité augmentée ne comprendrait pas que ça ne se passe pas la même chose dans les entreprises, évidemment. Donc il y aura une mise à niveau qui sera peut-être plus facile. En conclusion, dans vos deux entreprises, comment vous donnez du sens ? Alors on a parlé parfois de peur pour certaines personnes. Comment vous les projetez dans l'avenir pour justement les préparer à toutes ces évolutions technologiques successives qui vont se dérouler dans
dans les mois, les années à venir? Ouais, enfin, on l'a évoqué rapidement, la meilleure façon de préparer les gens, c'est de les impliquer dès le départ et de les impliquer parce que c'est eux les sachants. C'est eux qui connaissent les douleurs, c'est eux qui... Alors effectivement, on peut apporter des éléments qui seront, comment on dit, en rupture. Et dans ces cas-là, il y a tout un travail de pédagogie. Vous savez, dans une entreprise, généralement, du savoir-faire, vous en avez beaucoup. Je pense que chez Lacroix, comme SNCF, Orange, vous avez énormément de savoir-faire. Et des gens qui sont curieux et qui sont passionnés de leur métier. Le faire savoir, c'est plus compliqué. Parce que c'est la pression du quotidien, parce que c'est un savoir chèrement acquis et on ne veut pas forcément toujours partager. Et le faire savoir, c'est absolument déterminant. Mettre les gens ensemble, les faire réfléchir sur un même thème et le faire savoir, créer ensuite de la confiance. Et ensuite, il faut autoriser les gens. C'est-à-dire qu'il faut, je parle souvent de transgression honnête. Pour que les gens n'aient pas peur du futur, il faut qu'ils se l'approprient et pour ça, il faut qu'ils se lancent dedans. Et pour ça, ils ont le droit à l'erreur, ils ont même un devoir d'erreur. C'est une transgression honnête pour tester leur courage et construire toujours plus vite. Ça, c'est vraiment déterminant dans la façon dont un collectif regarde devant soi. Et c'est un peu le devoir des managers demain de créer ces éléments de confiance, ces autorisations qui permettent d'avancer ensemble. Et de votre côté, alors oui. Sébastien parlait tout à l'heure du shadow IT qu'on a tous dans les entreprises, et je retiens l'idée de marketplace. On voit des idées qui émergent. On a fait la même chose pour tout ce qui est nouvelles technologies. On a encouragé, en fait, sur les différents sites que l'on a, l'émergence d'idées. On n'a pas dit on va faire tout à un endroit et puis ensuite on va pousser ces idées-là, on laisse des initiatives naître. Et ça aide beaucoup parce que finalement, tout le monde peut y être associé. Le film dont je parlais, un peu pour donner notre vision, là où on veut aller, mais après, on encourage. Un exemple que je trouve assez étonnant, on utilise des robots, de plus en plus dans l'industrie, mais on utilise aussi des robots collaboratifs, ce qu'on appelle des cobots dans l'industrie. Les cobots, ils ont des noms. Les gens leur donnent des noms. Ils n'ont jamais donné de nom aux robots. Ça ne leur vient même pas à l'idée. Donc on voit que par rapport à ces nouvelles technologies, ça ne vient pas de nous, ça vient de spontanément. Voilà, donc ça, il y a une appropriation. Quand on lui donne un nom, ça veut dire qu'on s'est approprié la techno. Et ça, je trouve que c'est vraiment très bien. Alors après, nous, on a la chance, j'ai fait ma carrière dans un très grand groupe multinational avec des centaines de milliers de personnes. Là, on est quelques milliers, donc c'est plus facile, on peut s'adresser à tout le monde. Moi, j'ai cette chance de pouvoir m'adresser à l'ensemble des collaborateurs. Et il faut le faire, il faut vraiment communiquer, parce que faut expliquer et laisser du temps aux questions-réponses aussi. Pour que les gens puissent s'exprimer. En direct, de la pédagogie, voilà. et répéter, donner du sens. Exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les trois d'avoir participé à cette émission. Merci à vous pour votre écoute, votre attention. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Diagonale.